Est-ce que ça vaut la peine de lire des vieux livres dont personne ne se souvient? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Louise, épisode du 18e siècle, par Jules Migeon. Je suis passé dans un antiquaire de livres. Là, je vois ce vieil ouvrage. Et la libraire me confirme que c'est bien un exemplaire de 1845. Je vénère pas l'objet livre, mais quand même, un livre qui a à peu près 170 ans pour 6 francs, je l'ai quand même acheté, même si je ne connaissais rien, ni du roman, ni de l'auteur. L'auteur, narrateur, commence la préface ainsi. L'auteur de Louise soumet au public éclairé le fruit d'un travail qui repose sur des documents authentiques confiés à ses mains. Aussi, moins les noms de famille, est-ce toute une page historique que son livre, et à ce titre, nous osons appeler sur lui les faveurs d'un indulgent intérêt. Donc, il n'a que raconté l'histoire entre les lettres authentiques. Ça pourrait être vrai, mais il faut quand même savoir que la majorité des romans épistolaires, des romans écrits par lettres, portent une mention analogue. Donc, je n'ai pas poussé ma recherche jusqu'à éclairer le mystère. La préface se termine ainsi. Vous avez là une bonne idée du ton du roman et je trouve ça vraiment plus drôle si je le lis avec les R roulés. L'ouvrage est dédié au cœur pur, dont d'attachantes impressions, ils pourront puiser des maximes de saine morale, partage des âmes nobles et élevées. C'est un roman plein de bons sentiments, plein de morale, avec Dieu absolument partout. L'intrigue se passe en Westphalie entre 1792 et 1795 environ. Le comte de Waldheim vient d'une très ancienne famille noble. Il est rendu assez pauvre. Son épouse décède alors que sa jeune fille Louise est en bas âge et quand Louise a 8 ans, il la confie à sa cousine qui est révérende d'un couvent. Et c'est là que Louise passe sa vie de l'âge de 8 ans à l'âge de 18 ans. Elle devient une grande amie avec Sophie. Mais un jour, le frère de Sophie vient la visiter avec un ami, Gustave de Landsbourg. Gustave est impétueux, fougueux. Il tombe éperdument amoureux de Louise. Il cherche à avoir de plus en plus souvent des entrevues avec elle. Il presse son propre père de demander la main de Louise. Et quand on demande à Louise ce qu'elle pense de cette union, elle répond qu'elle va se ranger à l'opinion de son père. Alors, le mariage approche. Le soir des fiançailles, Louise se retire tôt et Gustave continue à boire avec plusieurs invités. Et puis Louise, en pleine nuit, se réveille parce que Gustave est en train de la violer. Quand on lit le passage, on n'est pas certain si elle est choquée parce qu'il est simplement dans sa chambre, s'il l'a touchée ou s'il la viole, mais elle en devient enceinte. Elle est complètement perturbée. Ça va de soi. Le mariage doit être repoussé parce que le père de Gustave, qui est ambassadeur, doit passer un certain temps en Bavière et Gustave l'accompagne. Louise a toujours été froide par rapport à Gustave et cette froideur, mêlée à l'éloignement et son impétuosité qui change de passion sans cesse, font que Gustave tombe amoureux d'Éléonore de Witt, une autre jeune fille absolument parfaite, absolument ravissante, mais d'une famille riche. Il entend parler que Louise, ayant été malade, en est morte, que son père est mort du duel qu'il avait fait pour demander à réparer son honneur. Alors, croyant ou voulant se faire croire que les deux sont morts, il demande la main d'Éléonore de Witt. Mais, dans une scène spectaculaire, tout de suite après le mariage d'Éléonore et de Gustave, apparaît Louise, frêle, derrière l'autel, avec le bébé de Gustave dans les mains. Et là, Éléonore s'évanouit, et Louise s'évanouit, et elles tombent toutes les deux malades, et elles passent près toutes les deux de mourir. Et c'est les grands déchirements. Au début du roman, dès les premières pages, je me disais « Oh mon Dieu, ça va être convenu et cliché ». J'ai été quand même surpris. D'abord surpris que le thème du viol, même si le mot n'est pas donné, soit si important dans un roman de 1845. Oui, c'est convenu. Oui, c'est cliché et c'est très pieux, mais pas autant que je ne l'avais craint. Il y a des retournements intéressants dans l'intrigue. Il y a même jusqu'à la fin certains rebondissements. On les voit venir. Le style. Le roman fait une grande place aux lettres, donc c'est un roman en partie épistolaire. C'est un style très empreint de religion, de noblesse, de grande valeur. Il y a énormément d'hyperbole. Toutes les émotions sont toujours extrême, et je dirais que c'est écrit dans une tonalité pathétique. Dans la langue courante, le mot pathétique signifie dérisoire, ridicule et c'est péjoratif. En littérature, quand on parle de tonalité pathétique, liée au terme pathos et qui désigne les passions. Donc c'est un ton de passion sans cesse. Régulièrement, je m'imaginais le narrateur comme les personnages, éploré, la main sur le front, en train de parler comme ça. Ça vous donne une idée de la tonalité pathétique. Il y a beaucoup de points d'exclamation dans la préface.
dans la narration comme dans les lettres. Et une grande présence du nous du narrateur qui sans cesse se met en scène dans sa narration. Il y a quelques passages que je veux vous lire parce qu'ils sont quand même trop significatifs et amusants. Commençons par la première description de Louise. Louise vient d'atteindre ses 17 ans. Combien elle est majestueuse dans sa taille élancée. Quelle modestie virginale dans toute sa gracieuse personne. Que d'irrésistible entraînement dans son regard d'azur. Louise est blanche, mais blanche comme aucune jeune fille. Sa peau est douce et son teint est d'un mat si pur qu'au seul reflet du ciel, alors que le soleil est à demi voilé, on pourrait la comparer. Ses cheveux de soie sont d'un blond cendré qu'aucun pinceau ne saurait rendre. Ils descendent en larges bandeaux de chaque côté de sa céleste figure et semblent l'entourer d'une sainte auréole. Ses grands yeux sont du bleu le plus azuré, le plus tendre. Une larme qui toujours paraît les baigner donne à leur expression un charme vague, mélancolique, dans lequel se lisent 1000 pensées adorables d'innocent et pur amour. Ses sourcils sont délicatement caractérisés, son front est élevé, ses lèvres d'un rose vif se dessinent avec volupté. À cette délicieuse image, ajoutons des mains d'une pureté et des pieds d'une délicatesse de contour qui permettent de se demander si tout cet ensemble ravissant peut bien appartenir à une jeune fille de la terre. Oh, vous qui l'avez vue, dites-nous si, en sa présence, vous n'avez point été saisi d'une pieuse admiration. Dites-nous si vous ne vous êtes pas cru devant un ange du ciel, riche de toutes les perfections, doué de toutes les vertus. Dites-nous, mon Dieu, si vous vîtes jamais une création plus poétique, plus sublime que n'était Louise. Ah! Outre la pléthore de points d'exclamation, le vocabulaire religieux pour parler de Louise, pour la décrire, donc la modestie virginale, le regard d'azur, sa céleste figure, la sainte auréole, et évidemment, on se demande si tous ces contours auraient pu appartenir à une jeune fille de la terre. Sous-entendu, c'est un ange. Donc, en plus, on est dans l'hyperbole. Le pinceau n'aurait jamais pu la rendre. Elle n'est comparable qu'au soleil. On peut choisir de trouver ça drôle. Autre passage que je voulais lire. L'image de la femme est quand même pas glorieuse, là, ici. On est dans l'image de la femme très classique, très pieuse et très soumise. Le père de Louise fait des demandes assez extravagantes pour donner sa main. Louise comprit tout ce que de telles extravagances avaient de déplacé. Mais est-ce cette timide enfant qui eût osé contrarier les goûts et les volontés de son père? Elle savait qu'il se considérait comme la plus vieille souche de la noblesse allemande. Elle savait qu'il tenait à l'ancienne étiquette autant que l'on peut tenir à la vie. Aussi se résigna-t-elle en disant « Si l'homme ne sait que commander, la femme doit apprendre à obéir, car son lot, à elle, est d'aimer et de souffrir. Mesdames, votre lot, à vous, est d'aimer et de souffrir. » Jules Migeon, qui est-ce? Né en 1815 dans le Haut-Rhône, mort en 1865 à Zug, en Suisse, pas très loin d'ici. Wikipédia nous apprend qu'il a fait un cours classique, qu'il a fait paraître quelques articles dans des journaux, que Louise est son premier roman, et il a été politicien. Élu par les monarchistes à l'Assemblée législative, où il a siégé entre 49 et 51. Il a siégé ailleurs entre 57 et 59. Il a fait un peu de prison parce que certaines de ses élections n'étaient pas tout à fait orthodoxes. On trouve plus de mentions de Jules Migeon comme journaliste et politicien que comme romancier. Pourquoi donc lire de tels livres? J'aime lire des livres oubliés par la littérature. Si je vous dis roman 1845, vous allez penser Balzac, Flaubert, Victor Hugo, peut-être Eugène Sue, un autre grand auteur qui n'est pas lu beaucoup. Mais il faut comprendre que si l'histoire littéraire s'est rappelée de ces grands noms-là, c'est que ces auteurs se sont distingués de la masse. La raison pour laquelle j'aime précisément lire des choses inconnues et pas rapport comme ça, c'est pour voir de quoi se sont distingués les grands auteurs. Je ne serais jamais tombé sur une œuvre pathétique, amusante quand même comme ça à lire. Ça m'a bien diverti, mais même si en tant que tel, ça n'est pas un bon roman que j'aime, j'ai aimé me plonger dans une autre vue complète du monde de la littérature et des valeurs. Je vous fais pas une capsule sur Louise, épisode du 18e siècle, pour que vous le lisiez. Vous seriez probablement même pas capable de le trouver. Si vous tenez à le lire, vous allez devoir m'écrire pour que je vous prête mon exemplaire. Mais peut-être que ça vous amuse, vous aussi, d'entendre parler de ces vieux livres disparus. Vous, il y a déjà des découvertes que vous avez faites en lisant des livres pas connus, oubliés complètement? Écrivez ça dans les commentaires en bas.
Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines capsules. Merci de votre attention et bonne lecture!